Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la série Préparation à la certification Azure Network Engineer, série de vidéos qui vont vous aider à mieux connaître le réseau dans Azure et passer éventuellement l'examen AZ700. Je suis Stanislas et je suis accompagné de Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour Stanislas, ça va? Oui, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler des accès privés ou les façons, les services qu'on peut utiliser pour avoir un accès privé depuis son VNet vers des services Azure ou des services, d'autres services déployés dans Azure. Donc, on a le premier service, c'est les services endpoint. C'est une fonctionnalité qu'on va activer au niveau d'un subnet du VNet qui va permettre l'accès depuis son VNet vers un service PaaS, par exemple le service de stockage. Et donc, ça consiste à, ou derrière, automatiquement, ce qui est créé, c'est une ACL qui va permettre l'accès uniquement depuis ce VNet-là sur le compte de stockage, par exemple. Alors, le service endpoint va ouvrir cet accès. Le trafic va rester sur le backbone Azure, ne sort pas du backbone, mais il n'y a pas d'association d'IP privé. Donc, ce sera toujours accessible en IP public. L'ouverture va se faire vers le compte, le service de stockage d'une façon générale. Ça peut être dans une région, donc le stockage en France, par exemple, France centrale. Donc, ce qu'on peut faire pour éviter, par exemple, l'exfiltration ou l'envoi de données vers d'autres comptes de stockage qui ne nous appartiennent pas, qui sont en France, on peut ajouter ce qu'on appelle les policies. Donc, ces policies vont permettre d'avoir une whitelist des ressources de stockage, par exemple, qui nous appartiennent. Et donc, on va se baser sur cette whitelist pour ouvrir l'accès uniquement pour ces ressources-là. Ok, donc si Sinon, je, si je résume, le service endpoint, c'est juste pour en gros limiter l'exposition d'un service en se disant ben, on va limiter l'accès à ce service aux VM ou aux services qui eux-mêmes sont dans un VNet dans Azure. Et donc en gros, on ressort d'Azure, pas beaucoup, hein, juste sur la bordure, toujours dans le réseau de Microsoft public, mais on va sortir du VNet et passer par le endpoint public et quelque part, le service endpoint va permettre de mettre des ACL sur l'IP public du endpoint, mais l'IP public restera toujours. On n'est pas ici sur un 100% privatif. Un service endpoint, ce n'est que filtrer finalement la partie publique du service. On le retrouve notamment dans la... exactement. Ouais, alors c'est principalement les comptes de stockage il y a quelques services qui en ont derrière, mais c'est souvent le compte de stockage qui est illustré. Je crois qu'on a ici une petite liste des services qui sont associés à ça. Alors, c'est une option qui est historique. C'est-à-dire, historiquement, on nous a rapidement dit, c'est bien le cloud, c'est bien les endpoints publics, mais on voudrait limiter l'exposition de ces endpoints publics. Et notre réponse, la première réponse a été effectivement les services endpoints qui disaient, bah, sur ces services-là, vous voyez que la liste ici, elle est pas super longue finalement, elle contient quelques éléments. On remarque que c'est principalement toujours des services de data, hein. On tourne autour du stockage, Oui, de la database, etc. C'est normal, c'est là où il y a de la donnée, et c'est là où les gens sont un peu sensibles à se dire, mais je vais exposer ça avec un endpoint public. Et du coup, là-dessus, effectivement, on a mis en place cette mécanique, mais qui n'est qu'une mécanique de filtrer le endpoint public. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve souvent sous le nom de firewall. Quand vous avez un service comme ça et qu'on vous dit euh, service de firewall sur, par exemple, Azure Storage, on va vous dire, ben, on expose que à certains réseaux cet Azure Storage. Le que à certains réseaux, ça veut dire qu'on a mis en place un service endpoint. Et point. Ça ne veut pas dire qu'on enlève l'adresse IP publique, l'endpoint public du service. Les policies, tu l'as dit, elles permettent de restreindre ça en se focalisant sur certains, on va sur dire, certaines ressources, voilà. en utilisant leur ID. Donc, j'ai les ID des comptes de stockage, par exemple, vers Mhm. lesquels je veux ouvrir ce flux. Et donc, on aura cette règle qui va se placer uniquement pour ces comptes de stockage. Ok, donc ça veut dire Et qu'ici, on est dans le scénario, effectivement, on a une ressource qui veut accéder à un compte de stockage. Le compte de stockage a un endpoint public. Alors là, quand on dit l'Internet n'y a pas le droit, effectivement, c'est vrai, parce on pose la CL dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, ça veut pas dire qu'il n'y a pas une IP publique. Il y a toujours une IP publique ici, hein, d'accord? Et effectivement, là, tu vas dire, j'autorise d'accéder qu'à ce compte de stockage-là particulier, et pas à tous. Ouais, ça c'était pour pallier, exactement. effectivement. Donc ça peut aider à pallier au problème d'exfiltration de données. Après, on a un autre service
qui est plus intéressant aujourd'hui, qui offre plus de possibilités, qui s'appelle le Private Link, Et qui est plus récent. Et qui est plus récent. qui est plus récent. Donc, le Private Link permet de créer des private endpoints dans son VNet. Donc, on aura des IP privés qui appartiennent au VNet, qui vont pointer soit vers un service PaaS d'Azure ou un service d'un partenaire, ou bien à un autre service, au service de provider. Le provider, ça peut être un autre client, un partenaire à vous, qui va exposer son service via un service private link service vers lequel ce private endpoint va pointer. Je ne sais pas si, si on a un schéma qui va... Oui, je crois qu'on a un schéma ici qui est assez sera intéressant. un peu plus... Voilà. Oui, voilà. Donc, à droite, on a le provider. Donc, ça peut être Azure, comme ça peut être un autre client. Ça peut être votre application qui est déployée dans une autre région. Et à gauche, on a la partie consommateur. Donc, le consommateur, dans son VNet, il aura un private endpoint qui va pointer vers ce service-là. Donc, le private endpoint va avoir une IP privée dans votre VNet et il va avoir un hostname ou un nom qui sera dans une private zone, donc, ce qu'on a expliqué dans la vidéo DNS, donc une DNS private zone, et pour résoudre le nom de ce private endpoint. Et le VNet du coup du consommateur sera lié ou linké à cette private zone pour pouvoir résoudre le nom. Donc si on résume, et on va le voir après dans un autre schéma, l'idée là encore c'est de permettre à des ressources qui sont dans un VNet d'accéder à certains services d'Azure sans passer par l'extérieur. Donc l'idée ici, quand on va faire du private link, c'est de passer par le backbone interne d'Azure, des data centers d'Azure pour faire simple, sans passer effectivement par des adresses IP publiques, même si elles sont dans l'espace d'adressage public de Microsoft. Et là, c'est la vraie différence entre les technologies private link et les services endpoint qu'on a vu tout à l'heure, qui eux ne sont qu'un filtrage sur l'IP public du endpoint du service comme le storage. Là, on va vraiment avoir des communications qui vont être par le backbone à l'intérieur. Et tu as parlé de la notion de consommateur et de producteur. On va le voir tout à l'heure, mais c'est important. Les producteurs ici, c'est finalement quel service je veux exposer de manière privative. Parce que la vraie raison de tout ça, c'est pourquoi exposer des services alors qu'ils sont utilisés en usage interne. Tout client, toute grosse organisation va avoir cette demande-là. Ok, elle veut bien faire du cloud public, mais pas forcément exposer un service de base de données ou de données, ce qui est assez sensible aujourd'hui. Et donc, elle veut le faire de manière privative et les utiliser de manière privative. Et c'est tout le but de ce service-là. Et effectivement, on va le voir, c'est que ça va concerner des services, bien entendu, PaaS d'Azure, et la liste, elle est assez longue. Ça peut concerner également des éditeurs partenaires de Microsoft. Je suis éditeur logiciel, je sais pas, je dis n'importe quoi. Une solution de CRM qui est hébergée dans Azure. J'ai un client qui est une grosse organisation qui veut utiliser en fait ce CRM, mais qui ne veut pas l'utiliser au travers d'une connexion publique Internet sur un endpoint public, eh bien on va pouvoir lui exposer, là encore, grâce à la notion de endpoint privatif, ce service derrière. Et tu vas nous expliquer après juste la magie de comment ça fonctionne derrière. Et la dernière chose, c'est qu'une organisation peut également exposer, au travers de Private Link, ses propres services. Alors pourquoi on ferait ça? Déjà parce qu'il y a des organisations qui sont assez grandes et qui peuvent avoir plusieurs divisions ou même plusieurs sociétés et qui peuvent du coup se partager de manière privative des services. Et puis on peut également avoir le cas de sociétés qui ont grossi de manière un peu empirique sur la partie cloud, qui ont développé des services chacun dans leur côté, mais qui ont utilisé les mêmes plages d'adresse IP privées. Et du coup, le peering qu'on aurait tendance à penser naturel ne pourra pas se faire. Et voilà. Donc, toujours se mettre quand on parle d'Azure Private Link au sens général, de penser la partie producteur, c'est-à-dire ceux qui ont le service, qui produisent le service en général de données, et puis le consommateur. Le consommateur va utiliser le endpoint, le producteur va utiliser le Private Link. Ça, c'est important. Et donc, du coup, effectivement, quand on va parler de ressources sur site, c'est-à-dire qu'on pourra également, les ressources sur site, accéder à ces ressources privées ici qui sont dans un VNet. Je crois qu'on avait... Voilà, donc le schéma derrière, effectivement, quand on va être avec une notion de fournisseur et de consommateur, on va voir effectivement
un cycle de vie entre guillemets qui va se mettre en place où effectivement il y a une connexion, une requête qui va être faite à destination effectivement du service qui va l'accepter et qui répondra après. Donc les 2 côtés contrôlent entre guillemets la configuration. Si par exemple on est ici sur un éditeur logiciel d'un côté et un client final de l'autre, chacun aura un travail à faire. Le client configurera son endpoint, mais il ne pourra le configurer qu'une fois que le partenaire ici aura créé le service. Voilà. Et donc du coup on va le redétailler. Et autoriser bien entendu. Autoriser bien sûr l'accès. Et ça peut être du coup dans 2 tenants différents. C'était sur le schéma qui était ici. Tout à fait, dans des régions différentes également. Donc voilà. ça permet de Tenant créer 1, tenant 2. ce link privé. Donc, si on revient sur voilà, donc on a Your Own Service. Donc, en haut, tu as les services PaaS d'Azure. Ouais, le ça, stockage. il y en a plein. Hein, voilà. De plus en plus, je pense qu'il y a la majorité de services, là où c'est possible, on peut créer des service endpoints. Ouais, la liste des private links, des private services, je veux dire. Tu as dit service endpoint, c'est des private links. Non, private endpoint. Private endpoint, En fait, pardon, voilà. Oui, en fait, ça porte à confusion, mais les private endpoints, c'est ce qui va pointer soit vers des services PaaS, soit vers les services, les private link services. Les private link services, c'est côté provider. Private Voilà. endpoint, en général, c'est côté consumer ou consommateur. Et puis le private link service, c'est côté provider. Le provider, ça peut être Azure, comme ça peut être un client ou un ISV. Ici, si tu reviens sur le schéma, c'est juste pour expliquer justement le private link service. Ah non, c'était l'autre. C'était ici. Je crois qu'on l'a mis ici. Your own. Exactement. Voilà. Donc, voilà, pareil, on a le même schéma. À gauche, on a le consommateur, d'ailleurs, qui peut avoir une connexion VPN ou ExpressRoute avec l'on-prem, et ce qui va permettre aussi au data center on-prem d'utiliser ce private endpoint, pareil, pour rebondir sur le service de l'autre côté. Donc, il y a toujours le private endpoint qui va pointer soit vers des services PaaS, soit vers des services, le private link service. Le private link service, c'est quoi? Donc derrière, vous voulez publier votre application derrière ce service-là, mais et ne permettre l'accès que d'une façon privée. Du coup, vous buildez la solution derrière un standard load balancer, donc un load balancer standard, où derrière, il y a des VM scale set qui portent l'application. Et vous le proposez en tant que private link service. Et de l'autre côté, donc votre consommateur vient juste créer le private endpoint et il doit avoir bien entendu l'autorisation pour accéder à votre service. Donc ça, c'était le private link service. Voilà. Le private link, l'Azure Private Link au sens large. Voilà. Donc Azure Private Link, c'est tout ça. Donc le endpoint restera toujours du côté du consommateur, le service du côté du producteur. Et la grosse différence, du coup, on va le reprendre après, mais retenez bien effectivement qu'on peut ici du coup avoir des abonnements différents, des tenants différents et des organisations différentes. C'est vraiment la beauté de la chose et que tout ça passe par le réseau de Microsoft privé. Donc du coup, le côté consommateur, on peut toujours appliquer les UDR, les NSG aujourd'hui sur le private endpoint, ce qui n'était pas le cas à sa sortie, mais aujourd'hui, on peut les appliquer. Donc ça, c'est très important de connaître pour la certification la différence entre ces 3 éléments, un private endpoint, un private link. Donc ça, c'est facile ici dans le schéma, on les voit bien, le consommateur et le producteur. Et puis dans les réponses, souvent qu'on peut mettre dans la certification, on peut vous proposer le service endpoint. Le service endpoint, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas tout à fait la même chose. Ça permet de limiter les accès par rapport à des VNet particuliers, mais c'est en aucun cas une connexion privative parce qu'on ressort par l'extérieur. Ça, c'est une petite subtilité qu'il faut savoir. Les private links sont vraiment la techno sur laquelle on est en train de mettre le focus. Le service endpoint n'évolue plus beaucoup aujourd'hui. Et là encore, pareil, sur les workflows, c'est important quand on est dans cette notion de consommateur et de producteur, de voir dans quel ordre tout ça se paramètre. Donc ce petit schéma-là, il vaut le coup d'être lu, que vous soyez pour un usage purement intra-entreprise ou un usage en tant que fournisseur de services auprès d'une autre organisation. Si vous êtes un ISV par exemple, clairement, ça vaut le coup de regarder les private link services pour pouvoir exposer ça aux clients de manière privative. Ils vous le demanderont ou ils vous remercieront, ça dépendra des choses. Voilà. Les endpoints correspondent bien entendu, comme tu l'as dit, à des adresses IP privées.
parce que c'est vraiment ce qui va être exposé dans le VNet du client qui va consommer. En termes de paramètres DNS, hein, du coup, Alors pour l'IP qui va être associé à ce private endpoint, il y aura une zone privée DNS qui sera créée avec une entrée pour ce private endpoint. On peut avoir par exemple pour les services your own service, vous allez devoir créer cette private DNS zone. Sinon pour les services Azure, c'est créé automatiquement pour vous et afin que ça soit accessible afin de permettre par exemple les résolutions de ce private endpoint depuis l'on-prem. Donc, on va pouvoir utiliser le fameux DNS forwarder pour forwarder la requête depuis l'on-prem vers un forwarder dans Azure et pour pouvoir aller rebondir et résoudre le nom dans la private zone. Sinon, on peut, pour commencer ou pour tester, on peut utiliser justement le fichier host en mettant juste l'entrée DNS pour le private endpoint pour juste tester la connectivité au début. juste tester, parce que si on a créé des serveurs DNS, à l'origine, c'est quand même pour ne plus avoir à gérer manuellement sur chacun des serveurs les host files, donc éviter. On va faire un petit revwrap de l'ensemble de tout ça et regarder un petit peu les différences entre finalement un service endpoint et un private endpoint, parce que c'est finalement c'est quasiment la chose la plus importante à connaître pour la certification concernant ces sujets-là, et c'est également une matrice de choix que vous pouvez avoir à un moment si on vous dit, ben, ok, on a des services mais on ne va pas les exposer publiquement ou de manière sécurisée, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit l'un, est-ce qu'on choisit l'autre? Normalement, vous aurez compris qu'on va plutôt privilégier Private Link, mais dans tous les cas, c'est bien de connaître la différence entre les deux, Nadine. Alors, le service endpoint, en gros, déjà, on peut l'utiliser avec les services Azure uniquement. Donc, aujourd'hui, c'est de permettre, ça permet de créer les ACL au niveau du service lui-même pour ne permettre que à vos ressources dans un VNet d'accéder. Il n'y a pas d'utilisation d'IP privé. Ça reste sur le backbone Azure, mais ça ressort et ça rentre sur le service. Il y a toujours le risque d'exfiltration de données de vos applications. Donc, il va falloir aussi utiliser les fameuses policies pour ne permettre l'accès qu'à certaines ressources. Sinon, le private link, ça permet d'avoir une entrée ou une patte réseau dans votre VNet pour n'utiliser que cet IP privé et pointer vers votre ressource, que ce soit c'est un service Azure ou bien un service d'ISV ou votre service que vous avez créé, par exemple, dans un autre AD ou une autre région. Point important, tu l'as déjà dit, mais j'aime bien insister, des fois, c'est mon comique de répétition préféré. C'est effectivement un private link service, c'est une relation de 1 à plusieurs. On peut être par exemple un éditeur logiciel et se dire, ok, bon, moi j'ai ma solution qui tourne dans mon environnement Azure avec mon load balancer interne et mes différents services derrière. Et peut-être que si peut-être que je suis un éditeur qui fait une solution mutualisée, rien ne m'empêche en fait d'avoir un seul Private Link service du côté de mon abonnement Azure en tant qu'éditeur logiciel, et derrière d'avoir plusieurs clients, et chaque client aura son propre Private Link endpoint, mais qui sera raccordé à la fin au travers de l'infrastructure Azure directement sur sa solution à lui. Donc ça c'est important, la relation one-to-many, elle a vraiment une importance pour ce type de scénario-là en tout cas. Mais écoute Nadine, je crois qu'on a fait le tour de ce sujet qui est de plus en plus demandé, hein. Les gens veulent du cloud. Avec le cloud viennent souvent les contraintes de sécurité, de penser qu'effectivement tout n'est pas open bar, heureusement. Donc c'est très important de connaître ces éléments-là. Et chaque fois que vous entendrez le mot private quelque chose dans un service, en général derrière c'est associé à ça. Donc quand vous passez par exemple sur un service Kubernetes où on va parler de private cluster, l'option private cluster, derrière il n'y a pas de mécanique nouvelle qui a été créée. La mécanique utilisée nativement derrière sera bien entendu private link avec toute la mécanique dont on vient de parler ici. Le service, plus les adresses IP, les forwardings. Donc tout ça, en fait, c'est totalement cohérent. Chaque fois que vous aurez un service qui est potentiellement, qu'on peut mettre en mode privatif, ça veut dire derrière, elle va utiliser en termes de réseau, et bien, du private link. Et donc, je pense qu'on va terminer cette vidéo, Nadine. Merci. Merci, Et puis, on se Stan. retrouve pour une nouvelle vidéo sur d'autres sujets. Je crois qu'il nous reste encore des petites choses à faire, comme le filtrage ou le routage, qui sont des sujets également très importants. À bientôt, merci.